Okay. I write this shit for my people cause it's been a long time. An apology, not apology in the French, so it's more clear. Yeah, you won't need to hear this. Nelson Mandela is a name. Mais ce n'est pas avec notre paradigme que j'explique. J'explique avec la science du blanc, ce qu'ils disent lui-même à l'observation de son propre ADN. Son patrimoine génétique est pauvre, comparé au patrimoine génétique d'un mélanoderme, qui lui a un patrimoine génétique riche. Vous voyez? Donc ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, tout simplement, qui sont observés. Et donc, si les gens ne sont pas d'accord, eh bien, ils peuvent aller passer leurs choses pour devenir scientifiques et proposer leur contre-thèse avec leurs analyses personnelles. Voilà. En tout cas, la science au jour d'aujourd'hui, voici ce qu'elle stipule. Voilà. Donc, que le blanc, que l'espagnol, parce que c'est encore plus drôle, ne sache pas en quoi il n'est pas différent de l'arabe, sur le plan du phénotype, parce que là on parle de phénotype, ce n'est pas le problème du mélanoderme. Lui, il doit savoir d'où viennent ces gens, depuis qu'on peut les tracer, leur existence, d'accord? Quels ont été leurs vents de migration? Quelle idéologie s'est accompagnée de ces vents de migration? Ils doivent remarquer que, au fur et à mesure de leur vent de migration, une désertification de l'environnement s'est accompagnée. Donc maintenant, il y a des nouvelles sciences qui émergent, vous savez. Il y a la physique quantique et des choses comme ça. Et il y a un monsieur qui est très intéressant et qui travaille sur les énergies et sur la force de la pensée. Et il travaille en fait sur quelque chose, une théorie qui est présente donc dans l'hindouisme, qui est présente après dans le bouddhisme et qui était présente en tout premier lieu dans nos cosmogonies africaines. Dans la cosmogonie d'Ogon, par exemple. De dire que donc la pensée serait à la base de la formation de la réalité. Donc maintenant, je répète ce que je vous ai dit avant pour ceux qui comprennent. Comprenez comment des gens qui prient Baal, Ousfet, il a plusieurs noms, Ousbal, Set, Pemba, Ogo, sous des formes amoindries où il est insulté, qui prient le dieu du vent, de la poussière, du désert, du chaos, qui prie Apophis, en vérité, qui prie Satan, sous les noms de Allah et parfois Jésus, etc. Comprenez comment, là où cette idéologie-là, cet égrégore-là, même s'ils ont voulu mentir son nom, l'idéologie, l'essence, la vibration, lorsqu'on répète, parce que nous, on comprend ce que sont que les mots. Voilà pourquoi je vous ai parlé des mots, l'impact des mots. Le croyant, est-il stupide pour prier et ne pas comprendre quel est le pouvoir alors du verbe, de la vibration? Si le croyant ne croit pas en ce que je dis, pourquoi prie-t-il? Si le croyant ne croit pas en ce que je dis, prier n'a alors aucun intérêt. Le croyant ne doit pas prier. Si le croyant prie, c'est qu'il connaît le pouvoir du verbe. C'est qu'il connaît le muntu. Quand il connaît le yere yere, il connaît la vibration. Donc, il sait quel est l'impact de cette vibration sur la matière. Tout simplement. Il sait que lorsqu'elle est émise, cette vibration vibre et se répercute à l'infini. Même sous forme infinitésimale dans l'univers entier. L'univers connu. Parce que c'est ce dont on peut parler aujourd'hui. D'accord? Donc voilà. Ça veut dire que maintenant, comprenez bien ce que j'ai dit, des gens qui priaient cette idéologie du sable, du froid, du vent, excusez-moi, d'accord, de la poussière, du caca, parce que, mais vous croyez que je blague, c'est aussi l'idéologie du caca, et ça je vais y revenir après. C'est le dieu du caca, Seth, tout ça. Oui, c'est le dieu du caca, voilà. Comprenez comment ces gens qui, donc, c'est leur vision, c'est l'égrégore qu'ils alimentent, la vibration qu'ils alimentent. Partout, ils sont allés regarder sur une carte la désertification de l'endroit. S'en est suivi. Voyez ce phénomène même en terre africaine, en terre kamite. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué. Et que, bizarrement, un monsieur est venu maintenant parler de comment la pensée fomente l'environnement. Et voyez comment les gens qui ont toujours prié les arbres, qui ont toujours prié la nature, chez eux, qu'est-ce qu'ils trouvent chez eux? Ils trouvent des arbres, ils trouvent de la nature. Voyez comment avant d'être envahis par ces peuples-là, ces peuples arabes, ces peuples locodermes, Kama avant était un marais, c'était un marécage, c'était un marais. Il y avait l'eau, il y avait les crues qui montaient tellement haut qu'on a pu bâtir les pyramides et je me fous pas de vos gueules. Et c'est ça que les Blancs ont dit là, ils ont vu, ils ont dit mais ils avaient des monts de charge hydrauliques. Ce sont les crues du Nil. Ce sont les crues du Nil, les amis. Donc c'était verdoyant, Kama.
Avant que ces gens viennent prier les dieux des sables et de vent. Et regardez maintenant comment ça s'est transformé. Et regardez les endroits où on prie toujours les dieux des arbres. C'est l'endroit où il y a les arbres. Donc, quand 1 plus 1 fait 2, peut-être qu'il faut maintenant accepter le résultat. Donc moi, je répète, je maintiens. Il est une perte de temps absolue pour le mélanoderme, qui ne connaît pas son histoire, de faire la différence entre les différents leucodermes. Parce que au final, si nous sommes bien un seul et même peuple kamite, ils sont bien également un seul et même peuple qui se revendique mélanoderme. Peu importe que ces gens soient issus d'un métissage comme pour le cas des Arabes, parce que la partie de leur métissage qu'ils revendiquent, c'est la partie mélanoderme. Vu que ce sont les gens qui se revendiquent de Allah, ce sont les gens qui se revendiquent de Mahomet, ce sont les gens qui se revendiquent de l'esclavage, ce sont les gens qui se revendiquent du pillage de Kama jusqu'à nos jours. On a vu avec le cas de l'Algérie. Ce sont les gens qui se revendiquent avec le pillage de Kama. On l'a vu avec le cas des Égyptes d'Arabes Unis. Donc ceux qui se revendiquent de la vérité et de la science, les amis, ils seront de notre côté, naturellement. Voyez? Ils auront les mêmes discours que nous. Comme par exemple monsieur Jacques le Fou. Et tous ces apostats, ces armées d'apostats qu'on entend et qui font un travail. Ils font un travail et ils risquent leur vie, comme les Kamites risquent leur vie sur YouTube, pour dénoncer leur propre culture, pour dénoncer leur propre peuple, mais pas dans le but de trahir, pas dans le but d'humilier. Parce que eux, moi je vais vous dire, pour moi, je pense qu'ils croient plus en Dieu que les croyants. Parce que les croyants au jour d'aujourd'hui, ils ne défendent jamais la réalité de leur créateur. Ils ne défendent jamais sa création. Ils passent leur temps à défendre les récits mensongers dont on a prouvé qu'ils étaient falsifiés, d'où ça venait la falsification, écrite par les hommes. Ils passent leur temps à défendre les récits nationalistes mensongers dans le but de continuer et de légitimer le pillage de Kama et de son peuple, et de le permettre encore dans le futur, dans le but que jamais l'esprit du Kamite ne s'éveille. Donc c'est ça qu'ils défendent en vérité, ces gens-là. Ils ne défendent aucun Dieu, ils ne défendent aucun amour, ils ne défendent aucune science, ils ne défendent aucune vérité. Alors maintenant, est-ce que on peut dire que Dieu, quand on appelle Dieu, est-ce que maintenant on peut dire que Dieu est la manifestation des lois de l'univers? Est-ce qu'on peut dire que la science serait l'étude de la manifestation, l'étude des lois de l'univers à travers ces manifestations? Est-ce que, voilà, je vais bien dire comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la science est l'étude des lois de l'univers à travers ces manifestations? Et que Dieu, si il est en essence, Dieu ne peut être que la manifestation de ces lois. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que quand on comprend un peu tout ça, quand on comprend le paradigme, on se rend compte que dire que non, mais en fait, alors là, nous on a eu 400 ans d'esclavage, mais avant c'était les donc c'est pas le même esclavage. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on est un seul et même peuple, qui a été asservi par un seul et même peuple, un peuple dont la mentalité va vers le bas? La mentalité va vers l'infiniment petit. C'est une mentalité de division. C'est une mentalité qui est issue de la réflexion de l'univers, qui repose sur le même principe que le principe de division cellulaire. Voyez? Donc c'est un principe fondateur. Ces gens, ils sont comme ça. Ils ne font que se diviser entre eux et ils se divisent dans des cases de plus en plus petites, de plus en plus étroites. Ils deviennent de plus en plus petits dans leur mentalité, de plus en plus, on appelle spécifique, ciblé, précis. Vous voyez? Et le but final de ce fonctionnement-là, c'est de disparaître. C'est de disparaître. En vérité, on ne disparaît jamais totalement. C'est juste qu'ils vont devenir tellement petits qu'ils ne seront plus perceptibles à l'échelle de l'humanité. Vous comprenez? Que ce soit en idéologie ou en présence physique. Donc là, je vous explique quelque chose de 2 plans différents. Je vous explique à la fois la culture leucoderme, pourquoi elle ne peut pas perdurer, la chute systématique et la chute anticipée de ces empires, face à, sur le plan génétique, le caractère récessif du gène dans le leucoderme, vous voyez? Et ça, on met maintenant en opposition avec nous, mes amis mélanodermes, la culture dont on est issu. C'est une culture qui va vers le plus grand. C'est une culture qui aspire au tout et à l'union avec celui-ci, à sa compréhension. C'est une culture qui aspire à être réintégrée au sein de ce qui est du tout, vous voyez? Donc on pense vers l'infiniment grand. Lorsque notre ancêtre parle, il parle en métaphore. C'est-à-dire qu'avec une métaphore, il peut décrire 1000 situations. Avec une métaphore.
La métaphore là peut expliquer 1000 situations, être vrai pour les 1000 situations et être vrai pendant 1000 ans. Est-ce que vous comprenez comment il pense, le mélanoderme? Le blanc, lui, il va faire un truc, une phrase très précise pour cette situation-là, de ce jour-là, à cette heure-ci. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les deux sont complémentaires, mais les deux sont différents, les deux sont en opposition. Maintenant, si c'est un tout, si c'est un cercle, ça veut dire que tôt ou tard, les deux se rejoignent dans la finalité. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, on n'a pas des façons de penser comme eux. Voici pourquoi le blanc, il ne se divise que maintenant il est transsexuel, bi, truc, plus, LG, truc, Z, et que nous, on dit que non, nous, on est un seul et même peuple, on ne veut plus dire qu'on est ivoirien, on ne veut plus dire qu'on est camerounais, on est kamite. Vous voyez? Cette idéologie-là, j'ai écrit un article sur ça, je vous invite à le lire les amis, vous cliquez sur mon profil, vous allez, il y a mon site internet, c'est tout en bas, c'est le tout premier truc que j'ai posté sur ce site internet, ça s'appelle Considération Kamite. J'ai écrit, il y a deux écoles que j'ai opposées dans cet article, qui est un article long. Il y a deux écoles que j'ai opposées, c'est l'école du blanc et l'école du kamite. Cette opposition, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est le professeur Aboubacar Ly. Et c'est lui, je vous invite à écouter une vidéo très intéressante qu'il a donnée au African Golden, où il dit un jeune sans travail est un jeune perdu, en gros. Tapez ça, tapez Aboubacar Ly, ça s'écrit Aboubacar Ly, c'est L-Y, et vous tapez jeune, un jeune sans travail. Vous allez trouver sa prise de parole sur YouTube. Je vous promets les amis que vous allez être édifiés jusqu'à la fin de votre vie des mots qu'a dit ce monsieur-là. Parce que c'est du haut niveau, pareil, c'est du très haut niveau. Donc, moi, je vous explique tout ça pour que vous compreniez bien la mentalité nouvelle dans laquelle nous devons même être. Maintenant, le discours que l'on doit prêcher à notre peuple et à notre jeunesse, c'est-à-dire que on va plus perdre notre temps à dire que oui, eux, ce sont des chrétiens jésulâtres, ce sont des mormons, eux, ce sont... Non! C'est la même merde, vous tous. T'es pas croyant, t'es athée, t'es blanc, t'es français, t'es de cette idéologie, c'est la même merde, vous tous. Toi, tu es arabe, tu es avec eux, frère. Toi, tu es musulman, tu es avec eux, frère. Toi, tu es un juif, ben voilà, vous êtes tous ensemble, voilà, pourquoi? Parce que vous tous, on peut vous retracer en tant qu'un même groupe ethnique, qu'un même groupe phénotypique, qu'un même groupe abrahamiste, qu'un même groupe nationaliste, qu'un même groupe génocidaire envers nous, notre groupe, qu'un même groupe déficient en mélanine. Depuis le début de l'humanité, on peut vous regrouper dans vos comportements et où ça nous mène ces comportements. Et nous également, de la même manière, on peut se regrouper par ce socle commun qui lie les Indiens aux Kamites, vous comprenez, de culture. Mais ce socle commun, je dois préciser, il ne lie pas en essence les Indiens aux Africains. Voilà pourquoi j'ai pris bien le temps de faire ces distinctions. Parce que l'Africain au jour d'aujourd'hui est une construction coloniale, nous en conviendrons, du Kamite lorsqu'il ignore son histoire, qu'il est pillé de cette histoire, qu'il est déjà soumis au mensonge du blanc, au contrôle mental du blanc, aux différents filets que j'ai énumérés plutôt du blanc, d'accord? Et qu'il n'existe même déjà plus. Dans sa réalité, il n'existe plus. Il est déjà assimilé. Parce que il se voit à travers le regard de celui qui le construit comme ça. Ce n'est pas sa réelle identité. L'héritage d'un Africain n'est pas l'héritage d'un Kamite. Si votre gène est endormi, mais c'est normal, c'est parce que vous l'avez pas réveillé. Mais vous pensez pas que plus vous aurez des informations, plus vous aurez le potentiel d'accéder à cette hérédité qui vous a été transmise. Comme je vous en parle. Et ça, c'est tout le travail, encore une fois, de l'épistémologue Eugénie Dossakenom, qui nous parle de l'ADN épistémologique, la transmission des comportements par l'ADN épistémologique. Elle nous explique, Eugénie Dossakenom, la violence lorsqu'elle est observée, reçue ou même observée, est transmise par l'ADN de façon épistémologique. Ça veut dire que il en va de même pour tous les types de comportements. Un blanc qui est légitimé à être raciste, il transmet ce comportement à son enfant. Elle nous a expliqué, cette épistémologue-là, que tous les actes de violence provoquaient des blessures de l'ADN et que ces blessures étaient constatables.
Visuellement, on les voit. On voit que l'ADN est fracturé, il est blessé. Et elle nous a expliqué qu'une guérison psychologique a mené à un processus inné de la cellule qu'on appelle la déméthylation. Ça veut dire quand on vous explique que le caméléon, le lézard, on coupe la queue, ça repousse la queue. Vous comprenez? On vous dit que une guérison psychologique, une guérison mentale provoque une guérison spontanée. Spontanée. Immédiate, innée, non induite par, on ne sait pas induite par quel phénomène, c'est pop. Des brins d'ADN et de cet ADN épistémologique qui est alors réparé. Ce procédé s'appelle la déméthylation de l'ADN, du brin d'ADN. La science aujourd'hui, les amis, est à un très haut niveau. Donc moi, je vous invite à vous renseigner. Parce que la science va de notre côté. La science est avec nous, mes amis. La science est avec nous. Elle n'est pas avec les abrahamistes. Je vous le dis. Donc cette déméthylation de l'ADN, ça veut dire que si moi, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai été raciste toute ma vie. Et là, un jour, j'ai fait une thérapie. Je me suis dit, merde, j'en ai marre d'être raciste. J'ai fait une thérapie, genre, carrément, maintenant, j'ai guéri. Je ne sais pas, j'ai guéri. Il y a des gens qui arrêtent de se piquer, de prendre du crack. Ben, moi, j'ai guéri d'être raciste. Voilà, j'ai guéri. Eh bien, je ne vais pas transmettre ça à mon enfant. Parce que le brin d'ADN a été réparé, donc l'ADN que je vais transmettre est guéri. Maintenant, quel comportement observe-t-on chez les peuples locodermes? L'âge auquel ils font des enfants ne leur permet même pas éventuellement de transmettre des corrections à leur comportement de merde. Parce que quand ils font des enfants, ils sont des gamins, ils sont encore des trous, des cons, pardon, ils sont encore bêtes, vous voyez? Ma reine. C'est intéressant ce que tu dis là parce que on est à l'ère où on parle beaucoup d'épigénétique, transmission épigénétique, etc. C'est vrai, c'est une question que je m'étais posée parce que je pense que d'autres l'ont posée avant ou pas. Et on parle des traumatismes que nous, par exemple, les Noirs, on a par rapport à nos ancêtres, ce qu'ils ont vécu, à nos aînés. On parle, en tout cas les Locodem parlent de comment se sentent le gang de Kippa par rapport à ce que leurs aînés ont vécu dans les machins à gaz. Mais ils parlent pas, en fait, de la transmission eux-mêmes, de leur violence via leur descendance. C'est comme si, en fait, c'est que les traumatismes qui pouvaient être transmis. Ils sont très fiers de te dire, si tu chantes bien, c'est parce que un de tes parents est un bon chanteur. Ils sont persuadés que le chien fait un chien, le chat fait un chat. Ils sont persuadés, si t'es un grand artiste, c'est parce que ton parent. Si t'es un grand auteur, en gros, tu marches sous la trace de tes parents. Ils sont très fiers. Mais personne, effectivement, personne ne parle du fait que ton parent violent peut faire de toi quelqu'un de violent. Que ça peut aussi se transmettre. C'est comme si tout ce qui était négatif, là, ça ne peut pas se transmettre, par exemple. Tout le mal qu'ils ont fait, ça ne peut pas se transmettre. En gros, ah oui, moi, je ne suis pas responsable, c'est mes aînés qui l'ont fait, moi, je suis pour rien. Bah, en fait, non. Déjà, accepter, déjà, ça s'est fait. Et comme tu dis, faites un travail pour couper ce lien-là, en fait. Mais si vous ne faites rien du tout, vous fermez juste les yeux en mode, ben, moi, je sais pas, hein, j'étais pas là, c'est pas moi. Ça ne sert à rien. C'est comme nous, les Noirs et tout. Ben, ceux qui ne font pas le travail sur eux, déjà comprendre qui ils sont, pour quelles raisons ils ont ces peurs, ces traumatismes, etc. Ben, en fait, ils vont vivre avec et ils le transmettent à leurs enfants. Et là-dessus, on est tous d'accord. Donc vraiment, ça, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est très hypocrite cette façon de nous faire croire que oui, les traumatismes, même l'accouchement, on parle de l'enfantement. La femme qui a souffert à l'accouchement transmet les angoisses, le stress à l'enfant, ou la femme dans sa grossesse qui a vécu un choc émotionnel le transmet à son enfant. Mais par contre, cette femme ou cet homme qui a participé au massacre des milliers de nos aînés, qui n'a fait aucun travail sur lui-même, on veut nous faire croire qu'il n'a pas transmis ça à ses enfants. Waouh. Posez-vous la question aussi. C'est vraiment la question que il faut se poser en fait. Et on sait très bien que la réponse est oui. Cette transmission, elle a été faite. Comme on dit chez moi, v'lait pas v'lait, c'est ça lié. Ça a été fait en fait, cette transmission-là. Je te laisse avancer, ma sœur. Merci pour ce que tu as dit. Et c'est très pertinent ce que tu dis. Et moi, je te remercie aussi d'avoir parlé dans ta langue et de nous avoir offert ces mots, ces vibrations, ce proverbe-là. Parce que voilà, encore une fois, tu vois, quand je te disais que nous, l'Africain, on pense vers l'infiniment haut, tu as compris. Tu as dit quelque chose là qui est un proverbe qui peut expliquer combien de situations, qui peut être vrai dans combien de situations.
tu vois. Ça, c'est notre mentalité, c'est notre façon de faire, de réfléchir. Même les sciences, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre façon d'apprendre même les choses, c'est toujours intéressant, c'est amusant, c'est toujours dansant, chantant, il y a toujours l'humour, la joie. Et vous savez, l'origine de quelque chose, c'est-à-dire là où on reçoit la chose, c'est tout aussi important que la manière dont on reçoit la chose. C'est-à-dire que la nourriture, je l'ai reçue de ma mère. Elle me l'a pas jetée à la gueule en m'insultant. Elle me l'a donnée avec amour. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on est comme on est aussi. Donc moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Après, je vais poursuivre. Quand tu parles d'accouchement, voilà un exemple. Tu donnes même un exemple, ma reine. Parce que regarde, la femme est conditionnée à croire qu'elle doit accoucher, mais c'est l'homme qui lui dit qu'elle doit accoucher. On sait maintenant que la position pour donner naissance la mieux, la plus adaptée pour la femme, c'est accroupie. Que c'est la position qui provoque le moins de douleur, le moins de risque d'hémorragie pour la maman et pour la survie du bébé. C'est la position naturelle. Il y a quelque chose dans ce monde qui s'appelle la gravité. Tu sais, Nivlore, moi, j'avais le bras, j'aurais dû être paralysée. J'ai une plaque dans le bras. Mon numérus a été cassé en 4. Je devais être paralysée du bras. Mon bras devait être coincé dans une position pliée. Ça ne m'est pas arrivé. Parce que si j'avais écouté les médecins blancs, ça me serait arrivé. J'avais très mal, je pouvais même pas bouger mon bras de 1 millimètre. Mais j'ai écouté mon père. J'ai enlevé mon attelle et grâce à la gravité, mon bras s'est déplié seul en 3 jours. Et après, j'ai pu le bouger. Tu vois. J'avais plus du tout de force. J'ai dû apprendre à remobiliser ma force. J'avais zéro force. Je pouvais même pas porter, dis-toi, une paille. J'aurais même pas pu porter même une feuille. Je sais pas si j'aurais pu porter une feuille, tu vois. Maintenant, je n'ai plus rien. On peut pas savoir que j'ai une plaque dans le bras à vie et que j'ai eu cet accident-là et que j'ai failli être handicapée à vie, tu vois. Mais il y a quelque chose, Nivlore, comme je vous parlais de Dieu, je vous parlais de ses manifestations, j'utilise Dieu parce que c'est un mot que tout le monde comprend. On peut parler, donc, comme je vous disais, de Muntu, on peut parler de Fuchi, le vide vivant, on peut parler de Ogo, de Pemba, on peut parler de Nzambe, on peut parler de Si, on peut parler, voilà, vous dites comme vous voulez. Sachons reconnaître, dans le but de faciliter les échanges et les débats, les mêmes concepts lorsque ce ne sont pas les mêmes mots derrière. Parce que si c'est le même concept, c'est la même chose. Voilà pourquoi je vous explique qu'aujourd'hui, si le croyant ne sait pas qu'il prie Baal, qu'il prie Seth, nous devons le savoir. Ce n'est pas parce que le croyant ne sait pas et qu'il n'a changé le nom. L'idée est le même, l'égrégore nourri est le même, le paradigme est le même. Voilà. Donc, c'est l'homme blanc qui fait croire à la femme tout court, qu'elle doit donner naissance en étant en position couchée, tout simplement pour se donner une utilité, là où normalement il n'en a pas, d'accord? Parce que la femme donc peut donner naissance et a toujours donné naissance sans être allongée, voyez? Là où il se donne une utilité, là où il n'en a pas, là où il observe sa chatte parce qu'il a ah pardon, excusez-moi. Oh, excusez-moi, je suis vulgaire parfois quand je suis énervée. Hein. Là où il observe parce que c'est un voyeur, et là où il la découpe, il fait des césariennes et des péridurales qui la rendent handicapée, qui la rendent ses deux genoux tordus. On a vu combien de mamans africaines avec les deux genoux qui se regardent parce qu'elles ont accouché avec la péridurale, hein? Et qui leur font des cicatrices à vie, et comme ça, voilà, et on aura toujours besoin d'eux. On aura toujours besoin de leur crème, on aura toujours besoin de tout ce qu'ils ont à nous vendre. Donc moi, pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous expliquer encore une fois la mentalité qui vise à dire que maintenant, en tant que Kamite, en tant que mélanoderme, ne perdez plus votre temps à voir ces gens comme des groupes distincts, d'accord? Sachez les reconnaître à travers l'histoire, sur la base de leur socle de culture commun, comme nous-mêmes, en tant que mélanodermes, nous pouvons nous identifier à d'autres peuples mélanodermes sur les mêmes bases de ces socles de culture commun qu'on partage toujours avec eux. Vous voyez? Sachez les reconnaître sur les intérêts qu'ils nourrissent, sur leur comportement. Sachez les reconnaître, oui, je dois le dire, même sur leur phénotype. Ça ne veut pas dire soyez raciste envers des gens qui n'ont rien fait, qui ne savent même pas de quoi on parle. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, comme je l'ai dit la dernière fois, que même s'il ne sait pas qu'il est mon ennemi, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il est mon ennemi qu'il n'est pas mon ennemi. Quelqu'un qui me nuit, me nuit. Si toi tu ne sais pas que tu m'as tué, moi je suis quand même morte. Donc ce n'est pas ton problème au final, c'est moi mon problème. C'est à moi de savoir qui est mon ennemi. Si mon ennemi lui-même ne sait pas en quoi il est mon ennemi, moi je dois savoir qu'il est mon ennemi. C'est très simple. Moi, c'est ça que je dis au peuple kamite. Et je leur dis que
Racisme, c'est hors de question. Ça n'a aucun sens d'être raciste. Parce que comme le dit mon professeur Dibombari Mbok, le racisme n'est pas une préoccupation de nos ancêtres. Nous qui nous revendiquons Kamites, qui nous revendiquons enfants de maths, je vous ai dit que maths c'est les droits de l'homme, c'est la laïcité. Mais ça veut pas dire que maths ça veut dire on se laisse faire, on se fait frapper, ça veut pas dire ça, hein. Maths, lorsqu'elle est personnifiée sous sa forme de déesse, c'est une déesse guerrière. Math, dans son hiéroglyphe, ça s'écrit avec la faucille. La faucille fausse les mauvaises herbes du jardin sacré qu'est Kama. L'enclos pour animaux, paradisio, le paradis qu'est Kama. Le grenier culturel qu'est Kama. Ça veut dire que Math, dans son paradigme, elle nous dit, oui, aimez les autres, respectez-les. Mais elle nous dit aussi, aimez-vous. Alors, est-ce que je peux m'aimer en étant dans un paradigme qui, la base de ce paradigme, de la formation de ce paradigme, c'est la destruction, le pillage, l'inversion du mien. Elle dit respectez-vous, elle dit protégez votre terre. Est-ce que je peux être dans maths, est-ce que je peux être kamite si je favorise les discours religieux ou nationalistes qui favorisent le pillage, qui permettent, qui légitiment les pillages passés, présents et même futurs de Kama par ces gens, qu'ils soient arabes ou blancs ou israéliens ou je sais pas quoi. Vous voyez? Est-ce que je protège ma famille lorsque je les expose ou que je ne les avertis pas? Des mensonges dont moi je suis moi-même maintenant conscient parce que j'ai eu accès à des documents, à des informations. Vous voyez? Donc tout comme nous pouvons nous identifier grâce à tous ces éléments-là, de litige, mais aussi de bienfaits dont nous sommes issus, dont on a hérité, on peut identifier ces peuples. Donc là, pour l'exposé d'aujourd'hui, je les appelle Aryens, vous voyez, comme un seul et même peuple, en vérité, qui, dans la mentalité, repose sur un principe de division. Voilà pourquoi ils vont toujours se diviser. Et sachez que selon les lois qu'ils ont détournées de maths, encore une fois, et qu'ils ont établies, ce processus de division fait même partie de leur défense. Pourquoi? Si demain, Monsieur Robert m'a fait du mal, je porte plainte contre Monsieur Robert. Monsieur Robert va changer de nom. Écoutez bien, Monsieur Robert va changer de nom, il va s'appeler Monsieur André. La plainte n'est plus valide. Parce que moi, j'ai porté plainte contre Monsieur Robert. Ce n'est pas Monsieur André. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi le locoderme aujourd'hui, il fait très attention de dire que, mais non, moi, je suis français. Ça, ce sont les Romains, ce sont les Gaulois, ce sont les Hyksos, ce sont les Yamnaya. Hein? Là, ce sont les Allemands. Là, ce sont les trucs. Et après, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde au Young Global Leader. On voit que Angela Merkel est dans la même classe qu'Emmanuel Macron. Oui, les amis. Dans la même classe. Pour former les futurs dirigeants. Mais c'est l'Allemagne et la France. On doit faire la différence. Mais c'est les mêmes gens. C'est les mêmes intérêts. C'est l'Union européenne. C'est les mêmes blancs. Quand il est en France, après il va travailler en Allemagne. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Après il retourne, après il va dans tous les pays du monde. C'est les mêmes gens. Il n'y a que nous qui avons les fausses monnaies, qui avons les vraies frontières, qui ne voyageons pas, qui n'avons aucune chance, qui n'avons rien, et qui sommes tous à ne pas savoir nous reconnaître. Parce que l'Indien va dire qu'il est marron, et le noir va dire que lui il est noir. Alors qu'on sait que être noir c'est une variation de marron. Alors qu'on sait que maintenant, d'où viennent les gens, d'où viennent les peuples. Les Indiens ne sont pas apparus comme ça en Inde un jour. Le berceau de l'humanité, ce n'est pas l'Inde, c'est Kama. Donc on se demande encore d'où viennent les gens. D'accord, il y en a, on sait vraiment pas d'où ils viennent. C'est vraiment des théories. Pour d'autres, on a des sources, on a des documents, on a des vestiges. Vous voyez? Donc voilà, comprenez bien. L'occupation de l'Inde par les Aryens. Les différentes formes que prennent ces Aryens, ainsi que les moyens de contrôle de masse de la population qu'ils mettent en place, donc je vous en ai parlé comme par exemple le marron, comme par exemple toute l'industrie qui est maintenant une industrie mondiale de Bollywood, qui est en vérité une industrie qui promeut l'orientalisme, qui promeut le blanchiment de peau. Un Indien blanchi, c'est un Arabe, hein. Un Indien blanchi, mettez-le à côté d'un Arabe, il n'y a pas de différence. Un Pakistanais, pour moi, je vois un Pakistanais, je vois pas un Indien, je vois un Arabe, hein, je vous le dis. Donc après, moi, est-ce que je suis aussi de parti pris
parce que je suis indienne, tamoule, dravidienne, des gens qui sont noirs. Peut-être. Mais on va dire que c'est une préférence légitime. Vu qu'il en va de la survie de mon peuple et de la survie de ma culture, à un moment donné. Face à une menace caractérisée. Et que moi, le peuple dont je suis issu, c'est un peuple dont le paradigme est profondément pacifique. Et qu'on est confronté à des arabo-musulmans qui font traite et croisades et attentats terroristes et djihad, et qui, après les mois de je ne sais pas quoi, vont traquer comme des animaux fouisseurs. Après les mois du jeûne, ils vont traquer comme des animaux fouisseurs les gens qui ne sont pas de leur confession pour les assassiner. On est face à des chrétiens qui font des croisades et qui organisent des attentats terroristes à l'échelle des nations. Parce que ces mêmes chrétiens, le jour, ils sont des Illuminati la nuit, ils sont des satanistes la nuit, ils sont des francs-maçons la nuit. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc l'assimilation également de ces Indiens à l'étranger favorise également... donc là, j'espère que vous avez compris qu'on n'est pas sur un conflit qui date d'il y a 75 ans. Hein. Là, je vous ai remonté à beaucoup plus loin. L'assimilation de ces Indiens... Ah, vas-y, Marine, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que pour les gens qui se demandent pourquoi tu repars aussi loin, c'est vraiment pour faire l'historicité de la chose en fait, pour montrer que, comme j'ai dit en intro, que ce qui se passe là ne date pas des 47, ne date pas comment dirais-je, de l'arrivée même des Noirs là-bas en fait. C'est à un moment donné, il s'est passé cette situation que je vais nous expliquer tout par la suite. C'est à un moment donné dans l'histoire, il s'est passé des choses qui fait qu'on est arrivé là aujourd'hui. Et les faits abordent le point assimilation. Je suppose, ou même je suis sûre que vos écoles, vous n'êtes pas, vos écoles. En Inde, ils sont même pas maîtres de l'éducation. C'est vrai, on parle de ce peuple comme des informaticiens, ils sont bien installés dans l'Occident. On en a un qui est ministre, je crois, en Angleterre, etc. Ils ont une réputation internationale comme étant des personnes dans le sphère, je mets beaucoup de guillemets, d'où on a besoin d'eux. On les met hype en fait. Moi, j'en suis pas mal sur LinkedIn par rapport à mon activité. Régulièrement, à une époque, j'avais régulièrement des conférences chez Google là, à Saint-Lazare. Mais en fait, c'était souvent eux, des Indiens qui étaient directeurs tel service. Dès que c'était de la data, c'était eux. Tu vois, c'était eux. On les voit comme ça. Il y a une réputation qui est travaillée à ce niveau-là, mais on met pas en avant, en fait, on n'en parle pas du tout c'est une population qui a été complètement marginalisée, complètement aliénée, complètement déracinée, complètement, qui ne s'aime pas, parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait sur plusieurs années, sur plusieurs siècles même. Mais en fait, on en parle comme si c'était les gens les plus heureux, les plus joyeux, avec le meilleur biryani de la terre, avec les meilleurs ingénieurs, etc. Mais pourtant, c'est un peuple, pour moi, en fait, la façon que tu en parles là, ils sont autant malades que nous, les Noirs, qu'on est en train de vilipender sur le continent. C'est comme ça que je le vois. Hein. Peut-être c'est moi qui peins quelque chose de plus noir, non, qui le peint plus blanche, parce que j'essaie de blanchir tout ce qui est noir, qui le peint comme ça, mais pour moi, c'est un peuple qui est vraiment en souffrance, en fait. Marraine. Je te remercie en fait d'avoir dit tout ça et surtout que tu comprennes ce que là où je veux en venir, hein, tout simplement. Du coup, ce que tu m'as dit, ça m'a fait rajouter pas mal de trucs, donc c'est très bien, je vais pouvoir te répondre en fait. Déjà, à ta question de savoir si les Indiens sont maîtres de leur éducation. Alors, en ce moment, oui. Pourquoi? Oui, parce que il y a tout un vent de nationalisme retour aux valeurs indiennes, comme je t'ai tout à l'heure parlé de Tamil Nadu, la région tamoule, en fait, tout simplement. Ce sont des gens qui sont à 70% hindous, qui revendiquent leur mélanine, du coup, et qui se revendiquent hindous.
Donc, ça n'a pas toujours été le cas. La ville dont, par exemple, moi, ma famille est issue, c'est Pondichéry. Cette ville a longtemps été un des plus grands comptoirs français en Inde et les épreuves de mathématiques qui étaient au bac, que moi-même j'ai eu au bac et au brevet, elles étaient d'abord données à Pondichéry pendant des années, vu que ça a même été le cas pendant moi, mon éducation à l'école nationale française, avant d'être données ensuite en France, qui est un souvenir de cette relation coloniale qui maintenant n'est plus assumée. Mais en vérité, aller à Pondichéry aujourd'hui, la vérité c'est que tout le monde parle français à Pondichéry. Les gens parlent français. Donc, quand le blanc, au jour d'aujourd'hui, vient nous dire qu'il est indo-européen, sachez que déjà le continent européen n'existe pas. J'invite tout le monde à regarder sur une carte, il n'y a que l'Asie. Le blanc marche sur l'Asie. D'accord? Il est à l'ouest, il est à l'ouest de l'Asie, et au milieu il y a la Russie, etc. Et à l'est, il y a l'Inde et la Chine, le Japon, etc. Voilà. Les pays de soleil levant, comme on dit. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le blanc, qui n'a pas de culture, c'est ce que je vous explique, en fait, toute sa culture, même quand il dit qu'il est sémite, le mot sémite n'existe pas. Le mot sémite existe grâce au mot kamite. Le mot sémite existe grâce à la particule shem, qui va donner plus tard la particule sem. Donc, quand le blanc dit qu'il est européen, Europe, c'est le nom d'une femme noire kidnappée et violée. Quand le blanc dit qu'il est berbère, mais berbères avant c'était des peuples noirs. Quand le blanc dit qu'il est arabe, mais à la base, les peuples arabes c'était des peuples noirs, et après, tellement, dans les premiers temps de leur métissage, ils étaient très très noirs. Jusqu'à quand ils sont partis en Espagne, ces arabes, ils étaient encore très très noirs. Vous voyez? Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en fait, ce que je vous explique, c'est que pour même se décrire, vu qu'il n'existe pas véritablement dans l'histoire à la place à laquelle il se revendique, le blanc s'approprie systématiquement l'identité des peuples qu'il a génocidés et remplacés. C'est le cas des Palestiniens. Les Palestiniens étaient noirs il y a encore quelques années, en fait. On se rend compte qu'il y a à peu près 100 ans, les Palestiniens étaient encore des noirs. Vous voyez? Donc, ces gens, en fait, qui nous parlent d'ailleurs tout le temps de grands remplacements, on se rend compte qu'ils sont les seuls à avoir pratiqué de façon systématique et millénaire dans l'histoire des types de grands remplacements et qu'ils ont fait disparaître des populations entières, comme l'a très bien dit Omotunde, comme s'il y avait une météorite, une population entière a disparu. A été remplacée par une population phénotypique arabe ou blanche. Ou même chinoise, hein, si vous voulez qu'on en parle. Ou japonais. Voilà pourquoi je vous dis, comprenez bien ce que je dis. Donc, cette éducation, elle est, quand le blanc, il dit qu'il est un indo-européen, il faut comprendre que lui n'a pas de civilisation, il n'a pas vraiment de culture, il se revendique de la Mésopotamie, etc. En vérité, il n'a rien d'indien, il s'immisce dans la culture indienne comme un parasite, et c'est exactement ce qu'il a fait avec l'Égypte. Et c'est exactement ce qu'il fait là avec Kama. Quand on parle de berceau de l'humanité, on se rend compte que vous, votre berceau de l'humanité n'est pas le même que nous, notre berceau de l'humanité. Parce que les gars, écoutez, au jour d'aujourd'hui, moi je veux bien, vous dites qu'on est une même espèce. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a un patrimoine génétique qui vous dépasse, que vous n'avez pas. Votre patrimoine génétique, on dirait que ça a été coupé avec des ciseaux. Donc soit c'est des aliens qui ont fait ça, soit on n'a pas le même héritage génétique en fait. Les gars, on n'a pas les mêmes squelettes. Pourquoi? Je vous ai parlé de la mélanine à la base de chacune de vos cellules. Eh bien, cette mélanine, elle ne vous donne pas la même densité osseuse ni le même squelette, en vérité, que des blancs. Et la plupart des squelettes que l'on voit, sachez que ce sont des squelettes des noirs. Et maintenant, regardez des blancs. Regardez leurs pieds, leurs mains, leurs genoux. Regardez, est-ce que c'est comme les squelettes qui sont exposés? Non. C'est vrai. Bref. Regardez leur dos, comme ils sont, tout ça. C'est pas comme le squelette qui est dans le musée. Hein. En tout cas, qu'est-ce qu'on observe? On observe que donc, ces gens-là, on n'a pas le même sang. La mélanine, encore une fois, c'est un suppresseur naturel de radicaux libres. Le blanc qui n'a pas cette eumélanine, son sang, il produit beaucoup plus de globules blancs que le nôtre.
Ça veut dire que quand on vous dit que ouais, il y a des groupes sanguins, un noir et un blanc qui auraient le même groupe sanguin n'ont toujours pas le même sang. On n'a pas le même sang. Parce que déjà, il y a pas, donc on l'a bien dit, il n'y a pas la même hérédité, il n'y a pas le même ADN dans ce sang-là, les amis. Il n'y a pas la même valeur, il n'y a pas la même richesse dans ce sang-là. Il n'y a même pas les mêmes globules blancs. Le sang du blanc, là, il y a plein de globules blancs. Nous, ça va nous tuer. Nous, on a la mélanine déjà qui remplit ce rôle-là. Si on a ce sang-là, mais on va avoir un cancer, on va avoir un rejet. Ça va nous faire une réaction auto-immune, que ces globules blancs vont nous attaquer. Parce que pourquoi mon corps va produire en grande quantité des globules blancs? C'est qu'il y a une attaque. Vous voyez? Donc c'est même provoquer un rejet. Ça veut dire que l'un peut bénéficier du sang de l'autre, mais l'inverse n'est pas vrai. Et on nous cache ce type d'information quand c'est déjà très documenté. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je redirige les gens vers le travail du docteur Laila Afrika et le travail du docteur Arturo Solis Herrera. Donc maître de l'éducation, c'est une chose. Il y a aussi ces indianologues. Les indianologues, ils sont comme ces grands penseurs qui sont donc à l'origine les Gobineaux, etc., à l'origine de toute l'idéologie raciste, à l'origine du contrôle mental des populations, du fait qu'on va dire que les Noirs se sentent mal, que les Noirs sont inférieurs, que les Noirs sont mal à l'aise, que je ne sais pas quoi, les Noirs n'ont pas les bons cheveux et tout. Il y a toute cette idéologie-là qui est mise en place. Elle est mise en place par des penseurs, en fait, avant d'être reprise par la population. Vous voyez ? Et donc, chez nous, en Inde, on appelle ça des indianologues. Maintenant, tapez indianologue, tous ces indianologues sont français. C'est même pas qu'ils sont blancs, c'est que tous ces indianologues sont français européens. Marianne, tu voulais parler? Je suis en train de... Attends, vous avez des indianologues comme ils ont des égyptologues? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a Oui, des Européens? indianologues. Et Est-ce ce qu'il y a sont des blancs français. européanologues? Il y a le grand Sheshko Virek-Miré C'est qui a pour inventé l'européologie. Voilà. Voilà, je sais, c'est pour ça, en fait, les gens, bah, posez-vous la question aussi. Ah oui, il y a des... Ben oui, parce qu'en fait, ils sont obligés de créer des métiers, obligés de créer des postes spécifiques attribués à des gens qu'ils vont eux-mêmes sélectionner pour nous étudier. OK? Mais il n'y a pas de spécialistes d'Europe. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Des européanéologues, jamais entendu parler. Par contre, ouais, je connaissais pas l'indianologue. C'est une folie. L'indianologue. C'est une folie. Donc, en fait, ils se créent des postes, ils se créent des spécialistes, hein, c'est ça, pour venir vous étudier et faire leur petit rapport. C'est une folie. Continue. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Moi, j'ai pété les plombs, hein, la première fois que je me suis intéressée à ce sujet-là. Ce sont en grande majorité tous des blancs français. Ça veut dire que les mecs, ils sont même pas genre blancs espagnols, blancs allemands. Non, c'est des blancs français, les mecs. Ah ouais, vous allez me dire, bah oui, bah c'est eux qui étaient les colons, donc c'est eux qui ont observé. Bah attends, mais de quel droit un envahisseur chez toi, il vient écrire des livres pour te dire que ta spiritualité c'est comme ça? Et donc maintenant, on va enseigner aux gens de chez toi que votre spiritualité, c'est comme ça. Et on apprend maintenant qu'il y a des castes et que les gens qui, du temps de Kemet, étaient les plus haut placés dans la société, parce qu'ils étaient des Njeli, parce qu'ils étaient des gens connectés, parce qu'ils avaient la divine mélanine, ils étaient les plus noirs, donc ils étaient les plus... comment dire, les plus connectés en fait avec les propriétés dont on bénéficie quand on a cette mélanine, vous voyez. Maintenant, faites très attention. Quand je dis ça, qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? La mélanine ne s'exprime pas chez tout le monde de la même façon, ça s'exprime chez chacun d'une façon unique. Qu'est-ce que je vous ai encore dit tout à l'heure? Les connaissances étaient réservées à des ordres initiatiques, et heureusement quelque part, vous voyez. Donc tout le monde ne bénéficiait pas de ces connaissances-là. Et qu'est-ce que je dis souvent? Nous ne sommes pas tous descendants des grands scientifiques et des grands chercheurs du royaume de Kemet, hein, d'accord? À cette époque-là, tout le monde n'était pas grand scientifique et grand chercheur au royaume de Kemet, d'accord? Il y avait des gens qui étaient tout à fait lambda, chacun a son domaine d'expertise. Il y avait des gens qui étaient dans les relations amoureuses, il y avait des gens qui étaient dans l'agriculture, des gens qui étaient dans la pêche, des gens qui s'en foutaient, des gens qui n'étaient que dans la musique, des gens qui étaient dans la mode, parce que la mode, j'aime le rappeler, la mode est née quand même à Kama, que ce soit tous les habits, toutes les parures de tête, tous les tissages, les tresses, les perruques, bien avant que la femme blanche ne vienne au monde.
bien avant qu'elle n'existe dans cette terre, d'accord? Donc, les femmes noires avaient déjà des perruques où elles étaient blondes. Voilà. C'était pas fait avec des matières qui ressemblent maintenant aux faux cheveux des blonds. C'était, en fait, ce que je vous explique, c'est que ce qu'on fait maintenant, on comprend pas que ça existait déjà, qu'on le faisait déjà avant, mais pour d'autres raisons. Vous voyez? Même le blanchiment, on le fait toujours. Dans certains rituels, le blanc, c'est la couleur de la mort. Quand le vaudou, il appelle son orisha pour qu'il ouvre la porte, il se peint d'abord le visage et le corps en blanc. Voici un type de blanchiment. Mais ce n'est pas fait pour ressembler à l'homme blanc. C'est fait dans le paradigme de l'individu qui comprend. Ça veut dire que maintenant, un indianologue, ce serait un blanc qui viendrait vous dire que oui, donc quand le noir fait ça, c'est parce qu'il veut ressembler à l'homme blanc. Et voilà l'indianologue un peu son travail, vous voyez. Donc voilà un peu où on en est. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tout ça, en fait, c'est les médias, hein, c'est une des plus grandes armes. Au tout début, rappelez-vous, au tout début de mon exposé, qu'est-ce que je vous expliquais? La virtualité sur laquelle repose l'idéologie du locoderme, son paradigme, c'est un paradigme virtuel. Le noir matérialise son intelligence dans son potentiel de vie. C'est ce qu'avait dit le Cheikh Kovirek Mire. C'est-à-dire que le noir a des ressources, il a de la matière autour de lui, et il exprime son intelligence, il creuse, il façonne la matière, l'existant. Ce qui lui permet de faire ça, c'est une connexion avec ce qui n'existe pas encore, la virtualité, le projet, l'invisible, et une accessibilité au potentiel, c'est-à-dire la dextérité, la manière, la méthode dont il va hériter de son ancêtre après l'avoir développé lui-même au terme de milliards d'années de civilisation, mais également la ressource qui lui permet d'aboutir à quelque chose de concret, vous voyez. Là où le blanc, lui, n'a rien, donc il doit inventer, il doit imaginer, il doit produire une fausse monnaie. Le blanc, quelle est sa valeur? Son argent. Moi, je vous dis tout le temps, cet argent-là, c'est la valeur que lui donne le blanc. Le blanc a fabriqué de l'argent, il a fabriqué des billets avec votre or, avec votre métal. Et il a dit que lui, son argent qu'il a fabriqué avec vos ressources, ça vaut beaucoup, et que vous, votre argent, ça vaut la merde. Et avec son argent imaginaire qu'il a lui-même volé, qu'il a volé d'abord pour fabriquer, qu'il a maintenant, il va acheter les choses chez vous. Soit, disons, il va acheter, parce que comme je vous ai dit, votre argent, c'est de la merde. Ça veut dire, c'est donné, et de toute façon, c'est des billets qui n'ont aucune valeur. Une tomate aura toujours plus de valeur que 1 milliard d'euros. Je suis désolée de le dire. Parce que la tomate, elle va nourrir les gens. La tomate, elle existe. Ce n'est pas le cas de leur argent. Mais c'est pour ça que je vous parlais avant de contrôle mental et du fait de pouvoir être capable de voir la réalité. Parce que demain, on ne mange pas l'argent, mais cet argent que le blanc a décidé que ça vaut tant, il permet d'acheter à manger. Donc maintenant, posez-vous la question, pourquoi, si vous voulez continuer à utiliser l'argent, qui est quelque chose de naturel, vous savez, moi je peux pas trop vous en dire, mais l'argent c'est quelque chose. Eh bien, pourquoi ne donnez-vous pas alors votre propre valeur à l'argent? Je parle aux Indiens et aux Africains. Parce que roupie, c'est pas mieux que franc CFA. On en parlait ce midi, t'étais là ce midi qu'on en parlait en plus. Oui. Ouais. Dans les dossiers d'Isis, que j'ai laissé au bureau d'ailleurs, j'ai pas avec moi. Il faut que j'arrête de laisser mon livre au bureau. J'ai rêvé de ça hier soir et je l'ai encore laissé. On a parlé de l'argent, la relation avec le billet vert, les locodermes et la relation que nous on a avec l'or, qui n'est pas du tout le même produit, mais qu'ils utilisent pour valider leurs billets fabriqués en laboratoire. Je te laisse détailler là-dessus pour les personnes qui veulent comprendre plus en détail cette affaire de l'argent. Dans le dossier d'Isis, la quête des couleurs, c'est chapitre 16, symbolisme de l'or et de l'argent. Je vous invite à aller lire, franchement, pépite, pépite, pépite. Oui, Adam et Ève de la Bible, hein, pas du site, enfin du magasin là ou du site, je sais pas ce que c'est du coup. Mais oui. Donc, ce dont je vous parlais, c'est qu'il y a donc ce contrôle médiatique qui en vérité repose depuis les premiers écrits de ces abrahamistes-là.
Les religions abrahamistes, en vérité, sont un type de support médiatique utilisé dans le but du contrôle de masse et de la falsification de l'histoire et de l'appropriation de l'histoire et de la légitimation des pillages et autres sévices, crimes inhumains dont ont pu être victimes nos ancêtres et notre peuple, et même encore jusqu'à nos jours, voilà. Donc, il faut comprendre tout ça. Il y a tous ces biais médiatiques-là qui font que l'information au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens qui disent que oui, eux, ils ne sont pas... ils sont noirs. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont noirs. Et que dans leur société, ils n'arrivent pas à vivre. En fait, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Ils n'arrivent pas à se marier, alors qu'ils sont la majorité de la population et qu'ils sont noirs. Ils sont rejetés et qu'ils sont relégués à des métiers, en fait, à cause de leur couleur de peau. Ils sont relégués à un certain futur. Ils n'ont pas les mêmes chances, même ne serait-ce qu'en termes d'éducation. Et donc, il y a tout ce discours-là. Et beaucoup d'Indiens et d'Indiennes, pareil pour les violences faites aux femmes, essayent d'en parler, sauf que c'est comme si, imaginez-vous, c'est comme si l'Inde, en fait, c'est comme la Côte d'Ivoire. C'est comme si le seul média qui peut sortir et parler de l'Inde, c'est le média de la qualité de RFI, de France 24. Ça veut dire que, à chaque fois que vous allez entendre parler de l'Inde, à moins que vous creusiez vraiment et que vous soyez déterminé à trouver les informations, par exemple, tapez noir et indien en même temps, vous n'allez trouver que des noirs, des indiens blancs, voilà, que des indiens qui ressemblent à des arabes, que la promotion de cette vision-là que l'indien est clair de peau, que des dirigeants qui ne représentent pas, qui ne sont pas représentatifs même sur le plan phénotypique de la majorité de la population, ni sur le plan phénotypique, ni sur le plan idéologique, ni même sur le plan culturel, vu qu'on a dit que ces gens-là étaient les jouets des BRICS, tandis que les gens chez eux font du biryani et prient Bolebaba. Donc, il y a ce contrôle médiatique en vérité qui fait que les véritables résistances, le véritable cri du peuple de l'Inde est anonymisé à l'étranger et qu'à chaque fois que je parle avec des gens de l'Inde, ils ne sont absolument pas au courant de toute la lutte sociale en vérité qui a lieu et du cri des gens qui veulent se faire entendre et qui disent mais nous on est noirs, nous on est les plus nombreux, c'est notre pays, on veut travailler, on ne veut plus de ces biais racistes, on ne veut plus de ces castes, on ne veut plus de tout ça et on ne les entend jamais. Et sachez que l'Afrique a subi la même situation. Donc c'est pour ça qu'au début, dans les premiers temps que j'ai rejoint notre chère communauté kamite, j'ai eu très mal au cœur parce que j'entendais beaucoup de kamites qui ne comprenaient pas, qui me disaient des choses complètement fausses sur les Indiens. Et je disais mais est-ce que tu sais même ce que c'est qu'un Indien? Parce que là tu me parles d'un Indien, tu me parles d'un Indo-Arien. Tu me parles d'un Indien, tu me parles d'un Indo-Européen. Tu me parles d'un Indien, tu me parles d'un Arabe, d'un Pakistanais. D'accord? Parce que le mec sur le plan phénotypique, il est arabe, il ressemble à un arabe, d'accord? Sur le plan idéologique, il prie Allah. Et moi, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est qu'un arabe au jour d'aujourd'hui. À notre époque, un arabe est simplement quelqu'un issu d'un peuple métis qui partage l'idéologie de l'islam. Mais qu'est-ce que c'est qu'un arabe moderne? C'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un arabe avant? Je vous ai expliqué en quoi c'est un mélanoderme. Donc, quand on parle de ces Pakistanais-là, eux-mêmes, pour eux, sont des Arabes. Donc il faut que l'Africain comprenne. Il faut que le Kamite comprenne. Lorsqu'il voit la situation de l'Indien, que l'Indien est dans la même situation que lui. L'Indien passe par la même traite arabo-musulmane. L'Indien passe par la même colonisation de l'école française. Avant ça, il y avait les Anglais, les Portugais. L'Indien passe par les mêmes Indo-Ariens qui viennent depuis qu'ils existent. On vous dit qu'ils fuient d'abord ces Indiens-là. Ils fuient les invasions Hyksos depuis Kama. Mais on vous dit que le prédateur suit toujours le gibier jusqu'en Inde. Ça veut dire que ces gens nous ont suivis jusqu'en Inde et n'ont fait que nous repousser toujours plus au sud du pays. Voilà la situation actuelle des mélanodermes en Inde. Donc, ce contrôle médiatique qui vise à rendre tout ça normal et caché surtout, caché, et à faire que les peuples ne s'identifient pas. Un Africain qui va voir un Indien dans la même situation que lui, passer par les mêmes biais de colonisation que lui, à des époques, même les mêmes époques. Cet Africain ne va pas comprendre en quoi l'Indien est dans la même situation que lui. Tout comme il y a eu le tribalisme et le colorisme à Kama, en Afrique, pour mettre des hiérarchies entre les peuples, et qu'on a observé quelles ont été les conséquences sur nos déportés des colonies de la Caraïbe,
de ce tribalisme et de ce colorisme, d'accord? Parce que ça a perduré là-bas. Il y a eu la même chose en Inde, c'est ça que je vous explique. Et le cas de l'Inde est particulier, parce que l'Indien, dans la classification raciale établie par le blanc, l'Indien est un nègre supérieur au nègre africain. Pourquoi? Le type du cheveu de l'Indien étant plus proche du type de cheveux de l'Européen, même si sa couleur de peau est plus proche que celle du noir, même si son visage est plus proche de celui du noir, même si sa culture est plus proche de celui du noir, même si sa musique est plus proche de celui du noir, même si son habit est plus proche de celui du noir, même si son Dieu est le même que celui du noir, même si même si on dit que avant c'était même le même pays, le même continent, ça s'est fractionné que celui du noir, c'est un noir supérieur, c'est un noir différent. Lorsque l'Indien, qui est beaucoup plus noir que beaucoup de mes frères et sœurs camerounais, se regarde dans la glace et regarde le Camerounais, il voit que lui il est marron, il voit pas que sa peau est noire comme le charbon qui a brûlé, qui a déjà brûlé. Il voit que l'autre a les cheveux crépus, que l'autre est noir et que lui n'est pas noir, lui il est indien, il croit qu'il est je ne sais pas quoi, voyez. Donc ça c'est l'aliénation profonde dont souffrent les Indiens, malgré eux. Et donc, toujours dans le pan de ce contrôle médiatique, on a par exemple le cas du Sri Lanka. Le Sri Lanka et l'Inde, il y a une légende à la base en fait de la culture indienne et sri-lankaise qui dit que en fait, il y a un bout de l'Inde qui se serait détaché et qui aurait voyagé, un tout petit bout de terre de l'Inde qui serait détaché et qui aurait voyagé jusqu'au Sri Lanka. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce bout de terre, en fait, il y avait une princesse dessus avec son peuple. Donc la princesse a eu peur, hein, elle a voyagé sur son bout de terre qui s'est détaché comme ça, elle savait pas où elle allait arriver. Maintenant, elle arrive au Sri Lanka, c'est une légende. Hein. Elle arrive au Sri Lanka et quand elle arrive au Sri Lanka, il y a un prince sri-lankais. Et ce prince, enfin c'est pas une légende comme les légendes des Blancs, c'est une légende dans le sens récit cosmogonique, comme quand on va parler par exemple de Sundiata Keita. Donc c'est les récits fondateurs, hein. Voilà. Donc on dit qu'il y a un prince là au Sri Lanka qui lui est avec tout son peuple, qui voit dériver ce bout de terre et qui voit donc arriver ce peuple qui lui ressemble, qui partage un dieu similaire, qui partage une langue similaire et qui à sa tête a une belle princesse, et donc ils arrivent dans cet endroit où à leur tête il y a un beau prince. Donc les deux se marient, et voilà l'histoire de l'union des peuples tamoul et sri-lankais, indiens et sri-lankais, après que du coup ils aient été séparés une première fois. Voilà. Et donc quand on entend ce récit, on se dit c'est un joli récit. Pourtant, maintenant, si vous tapez Inde et Sri Lanka ou Tamoul et Sri Lankais, vous allez voir que les Tamouls et les Sri Lankais se détestent. Les jeunes Tamouls et les jeunes Sri Lankais peuvent croire qu'ils se détestent depuis toujours, mais ce n'est pas la vérité. Droit de l'homme, c'est consacré. La maillot pour ti moun fondé. Après des 100 ans, ça réglé. Nèg vle fen konnen soleil c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté.